Merci Monsieur Duclos. Comme vous le soulignez très bien, après avoir appréhendé différentes situations organisationnelles, pédagogiques ou managériales que nous ont exposées les intervenants, il faut en revenir aux éléments de cadrage réglementaire. Et donc c'est pour ça que j'invite maintenant à nous rejoindre sur la strade Madame Sophie Gardette. Merci. Madame Sophie Gardette est chef du service régional de contrôle de la formation professionnelle continue Auvergne-Rhône-Alpes, à la directe. Hein, voilà. Et puis, les financements. Oui, il nous faut nous interroger sur les financements, sur la place des OPCO. Et pour ce faire, monsieur Cyril Siminger va la rejoindre. Il est le directeur Opcalia Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vous rappelle que Opcalia devient ACATO, l'OPCO des services à forte intensité de main-d'œuvre. Merci à vous deux. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous et je remercie Nicolas Bitton et Karine Le Petit pour leur accompagnement et leur invitation. Le service régional de contrôle, je veux dire en quand même deux mots, parce que c'est un service qui, au sein des directs, n'est pas très connu, hein, mais vous le reconnaîtrez très aisément par le fait qu'il déclare les organismes de formation et qu'il attribue ce fameux numéro qui est indispensable pour, entre autres, avoir les financements des OPCO, par exemple. Donc moi je vais vous parler d'un sujet un peu pas très fun, hein, un peu compliqué, un peu lourd, surtout que c'est déjà tard, mais ça fait rien. On va quand même faire du régalien, hein, dans tous les sens du terme. Donc je partirai de la loi du 5 septembre 2018, hein, qui, je vous rappelle, met l'actif occupé au centre du dispositif, dans la mesure où maintenant tout un chacun peut trouver sa formation, réserver sa formation via l'appli Mon compte personnel de formation, donc, qui a été mise en place le 21 novembre dernier. Hein, et pour ce faire, chaque individu est en capacité de choisir sa formation. Bien sûr, en face de cela, l'État a développé quand même un accompagnement, hein, le conseil en évolution professionnelle, qui permet d'avoir des outils, d'avoir des informations et de pouvoir construire son parcours pédagogique. Une chose qu'il faut rappeler et que j'ai l'impression que l'on oublie un peu, c'est que les entreprises ont toujours l'obligation de former. Hein, de former leurs salariés en termes d'adaptation, en termes d'élévation de compétences, et on a donc elles ont la possibilité et l'obligation de développer un plan de développement des compétences. Ce sont ces deux aspects importants de la loi qui nous permet après de définir ce que c'est que la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est un champ très vaste, hein, qui couvre l'insertion professionnelle. On en a un bon exemple à l'heure actuelle avec le PIC dont on a parlé tout à l'heure pour favoriser l'élévation des compétences des demandeurs d'emploi. On a aussi le maintien dans l'emploi des entreprises avec le compte personnel de formation, la reconversion avec le compte personnel de transition professionnelle. Donc tout ça concourt à la formation professionnelle et je pense qu'il ne faut pas du tout perdre de vue ces trois objectifs importants. Ensuite, on a la définition de la formation professionnelle. Elle a été codifiée, hein, c'est le fameux article 63.13.1 du Code du travail qui définit 4 modalités d'action de formation. Les actions de formation à proprement parler, classiques, quand on a parlé, les bilans de compétences, les actions qui concourent à la réalisation de la validation des acquis d'expérience, hein, dans le cadre de la partie 4 du Code du travail, et un fait nouveau, l'apprentissage, qu'il ne faut pas donc oublier. Donc, à partir de là, ces 4 actions concourent à mettre en œuvre ce qui est aussi défini dans le Code du travail, la définition, c'est-à-dire que dorénavant, l'action de formation est conçue comme un parcours pédagogique permettant donc de réaliser des objectifs professionnels. Et 3 modalités qui ont été définies dans cet article, qui est donc celui de la formation, de l'action de formation en présentiel, de manière très classique, en distance, la fameuse formation ouverte à distance, et le sujet d'aujourd'hui, donc la formation en situation de travail. Il faut bien voir que dans ce parcours, ce sont donc des modalités différentes que l'on peut mettre en œuvre et que l'on peut construire au fur et à mesure du temps.
Un salarié peut très bien avoir à un moment donné une possibilité ou une envie de faire du présentiel, puis après de faire d'une situation en situation de travail. Tout cela est désormais possible et fait partie d'un parcours qui doit être exécuté tout au long de la vie de la personne. Ensuite, on vient toujours dans le cadre du Code du travail, le fameux article qui a été plusieurs fois cité aujourd'hui, là, sur la formation en situation de travail, le fameux article R 63-13-3-2, qui fait l'objet donc d'un décret et qui reprend les 4 phases indispensables que l'on a dit, c'est-à-dire l'analyse de l'activité en situation de travail, la désignation d'un formateur qui est essentielle, la partie réflexive et l'évaluation donc de cette action de formation. Voilà. Tout ça peut être mis en œuvre et je répondrai par rapport à une ou deux questions qui ont été posées que ces modalités concourent encore une fois et sont dans la logique de la réglementation qui permet de répondre aux 5 obligations de la formation professionnelle, c'est-à-dire que chaque organisme de formation, chaque entreprise qui met en œuvre des actions de formation ne doit pas oublier aussi que l'AFES doit répondre à des obligations réglementaires qui sont l'information pour les stagiaires, qui sont le règlement intérieur, qui sont faire attention aux termes de la publicité, etc., etc. Voilà sur la partie purement réglementaire et le recadrage qui me paraissait intéressant de faire avant de parler sur les financements et la traçabilité des financements. Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je vais essayer de m'exprimer, alors je vais peut-être décevoir certains d'entre vous. Je n'ai pas de scoop à vous annoncer sur les modalités de prise en charge par ACTO, focalisé sur cette modalité pédagogique et pour cause, le conseil d'administration n'a encore pas arrêté, ce sera certainement le cas en début d'année, de prise en charge attachée à la modalité. Mais ceci étant, j'ai quand même plusieurs choses à vous évoquer et puis peut-être répondre à un certain nombre de questions si vous en avez. La première, c'est que, alors d'abord, je me suis permis de faire un petit tour de mes homologues en région pour savoir effectivement, au-delà de ce qui pouvait se pratiquer à Opcalia, donc qui devient ACTO au 1er janvier, avec d'autres composantes, dont je vois un des éminents représentants en haut, Bruno, pour la branche de la propreté, que je salue. Je me suis donc autorisé à appeler un certain nombre de mes confrères pour savoir effectivement quelles étaient eux-mêmes leur posture finalement de financement par rapport à la modalité. Alors, plusieurs choses. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous constaté qu'au printemps dernier, certains OPCO ont lancé des appels à projets, des appels d'offres sur la base de cahiers des charges qui étaient intitulés « Déploiement de la FEST » finalement auprès des branches attachées à l'OPCO en question. De quoi on parlait? On parlait de, alors je pense notamment à l'OPCO de la construction ou à l'OPCommerce qui, avant l'été, ont lancé, alors ce n'est pas le cas de ACTO, je vous expliquerai pourquoi, un certain nombre d'appels d'offres pour finalement essayer d'analyser, parce que les OPCO sont des animaux prudents, donc usagers de fonds publics. Donc la question pour nous, c'est de savoir déterminer en amont, est-ce qu'on a les conditions qui sont réunies par l'entreprise pour être en capacité de déployer ou pas la modalité en question. Et pour s'assurer de ça, on a 2 options. Soit on fait un cahier des charges, comme on fait certains, et donc on a un certain nombre de consultants, et donc on externalise finalement le sujet auprès de spécialistes, ou en tout cas qui se présentent comme tels, et qui vont nous dire si effectivement les conditions dans l'entreprise, avec les parties prenantes, sont réunies pour permettre le déploiement de la modalité en question, puisque c'est nouveau. Alors c'est à la fois nouveau dans l'interrogation qu'on va avoir nous, financeurs, pour finalement nous prononcer sur une capacité qu'on aura à déterminer un financement associé à cette modalité pédagogique. Et on en a d'autres, et ce sera le cas d'ACTO,
qui vont, et d'autres, mobiliser finalement des ressources internes, donc des collaborateurs de l'OPCO qui seront formés pour, et nous, on a des collaborateurs aujourd'hui qui sont en train d'être formés pour mesurer, a priori, la capacité qu'a ou non l'entreprise à déployer la modalité chez elle. Vous comprendrez bien qu'en fonction des résultats de ces analyses, qu'elles soient réalisées par un prestataire externe ou internalisées, le choix ou la décision de financer finalement la prestation sera déterminant pour nous. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on pourrait tuer dans l'œuf, nous, la modalité, avec des exigences trop importantes, comme on a pu le faire en son temps avec la modalité ouverte et à distance. Donc le digital. On a été, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand on a eu les premières expérimentations, les premières demandes de financement avec ces objets de formation parfois non identifiés, en tout cas qui sortaient du cadre habituel de la formation, nous, extrêmement prudents, et donc on avait des niveaux d'exigence requis par modalité qui étaient largement supérieurs à la modalité classique présentielle à travers un organisme de formation. Donc, et là je parle à mon nom, ce que je ne souhaiterais pas, c'est que finalement, à nouveau, nous soyons collectivement plus exigeants qu'il ne le faudrait avec les opérateurs, dans leur capacité finalement, puisque c'est nouveau pour les usagers, ça va être aussi nouveau pour notre capacité à financer la formation, plus exigeants sur cette modalité-là que nous le serions sur une autre. Après, la loi nous dit que quand les conditions sont réunies et quand on est dans le cadre du plan de développement des compétences, effectivement, quand on a moins de 50 salariés, on pourra prétendre à une prise en charge de son OPCO, ça c'est certain, c'est absolument dans le décret, ou bien en faisant fi de la taille de l'entreprise, quand la modalité impacte un dispositif éligible au fonds de la professionnalisation. Donc là, je parle d'alternance, je parle de Pro-A, je parle de ces dispositifs qui peuvent être mobilisés, alors parfois pour insérer des jeunes dans l'entreprise, parfois pour professionnaliser des gens qui sont et qui veulent évoluer dans l'entreprise. À partir du moment où on va associer une modalité AFEST, telle qu'effectivement Madame Gardette a rappelé le cadre qui sera respecté, l'OPCO n'aura pas d'autre choix que d'accorder une prise en charge dans ce cadre-là. Ce qui nous amène à un deuxième sujet de réflexion, au-delà de la posture et de la capacité de mesure de l'entreprise à faire, c'est la question qui se pose à nous de décorréler la durée, c'est-à-dire, parce que le réflexe naturel pour nous, c'est de déterminer des durées d'action, de leur donner des taux horaires et de faire des calculs entre les durées et les taux. Alors, j'ai certains confrères qui m'ont dit qu'ils allaient procéder comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas modifier leur capacité à financer et qu'ils allaient continuer donc à associer durée et taux horaire. Je pense qu'on peut aborder le sujet différemment, et puisqu'on parle de parcours et d'objectifs et de mesures de niveau de compétences des gens formés. Et ce qui serait bien, c'est que dans les OPCO, on soit un peu imaginatif et que finalement notre financement soit décorrélé et qu'on n'associe plus nécessairement une durée de formation à un taux horaire, comme on le fait encore trop souvent. Alors là, vous l'avez vu que c'était déjà plus du tout le cas, mais ça ne l'était déjà pas pour les contrats d'apprentissage où on parle de forfait. Si on nous questionne sur la multimodalité, c'est-à-dire la capacité sur un même parcours à mobiliser plusieurs modalités pédagogiques, que ce soit du distanciel, de la FEST ou du présentiel, je trouverais plus pertinent qu'on se positionne finalement sur un forfait qui serait en capacité de prendre en compte finalement la multimodalité, plutôt qu'un taux horaire où, de ce que j'en comprends, à titre personnel, il n'est pas forcément finalement pertinent pour moi, sur une AFEST, d'associer une durée à un taux. Alors encore une fois, c'est un avis personnel. Je ne sais pas s'il sera partagé, on le verra dans quelques semaines
par mes administrateurs de l'OPCO. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça nous incite, et c'est très bien, à réfléchir sur nous-mêmes, sur la lisibilité qu'on donne à nos financements, parce qu'on voit bien que plus un financement est compris des parties prenantes, plus c'est simple pour tout le monde. Et alors c'est vrai qu'on pourrait m'opposer que le taux horaire, effectivement, c'est accessible et compréhensible de tout le monde. Ceci étant, encore une fois, je ne suis pas certain que ce soit la bonne approche méthodologique pour financer une AFEST, que de la ramener à sa durée, mais plutôt à son ambition et à la détermination du parcours et à mesurer effectivement les compétences finalement maîtrisées ou non à l'issue du parcours de formation. Alors, moi, je voudrais rebondir sur une question. Quand on parlait de formalisme, vous aviez dit, vous avez peur que d'avoir, avec la FES, d'avoir trop de formalisme. Alors, je voudrais quand même rappeler, encore une fois, donc un arrêté du 21 décembre 2018 qui précise bien les différentes pièces qui sont nécessaires pour réaliser ce que l'on appelle un contrôle de service fait de toute action de formation. Là, on parle bien de toute action de formation, quelle que soit sa modalité, avec en plus, comme vous l'avez dit, des précisions très spécifiques pour tout ce qui est formation à distance, puisqu'il y a aussi un décret qui est sorti en 2014 là-dessus. Donc, voilà. Donc, il faut essentiellement quand même recueillir des pièces qui sont les factures, qui ont été réalisées dans ce cadre-là. Il faut réussir à cerner les dépenses qui ont été occasionnées au moment de cette action de formation et aussi l'évaluation. Et d'autant plus que par rapport à la traçabilité, les OPCO, par un article, le fameux article 63-32, merci, 26 du Code du travail, précise bien que les OPCO doivent s'assurer de la réalisation de l'action de formation, avec des documents que vous demandez, avec des documents complémentaires. Vous pouvez refuser des prises en charge, et c'est ce qui se passe avec certains d'entre vous, quand il y a des difficultés très importantes, de saisir l'État, d'où mon service, quand il y a des problèmes très graves de fraude sur les fonds de la formation professionnelle, puisque le sujet, c'est quand même bien de vérifier le bien fondé de l'utilisation de ces fonds publics et mutualisés, puisque nous intervenons que sur ces fonds publics. Donc la traçabilité est nécessaire. C'est pas pour vous ennuyer ou pour vous pénaliser, mais je pense que si vous avez l'habitude de bien identifier, de bien définir, de bien écrire tout ce qui concourt à telle action de formation, ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Par contre, en effet, le Code du travail ne précise pas les modalités. Ça, c'est à votre entière disposition. Certes, il n'y a plus les feuilles d'émargement, mais il faut quand même produire des certificats d'assiduité, des certificats de présence. Le formalisme n'existe pas en la matière. Chaque organisme de formation peut faire des tableaux Excel, peut faire des tableurs, peut faire des comptes rendus, peut faire ça de manière numérique ou support papier. Là-dessus, vous avez l'entière liberté par rapport à ce formalisme. Mais sachez quand même, je vous encourage véritablement à bien retracer tout ce que vous faites en termes d'action de formation. Alors, merci à tous les deux Juste un point là-dessus, excuse-moi, Karine. Sur la traçabilité, sur les exigences de traçabilité, sachez qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de logiciels de SIRH qui ont développé finalement des solutions, parce que je pense qu'on ne pourra fonctionner que comme ça, et qui permettent effectivement d'assurer cette traçabilité au-delà de la sacro-sainte, effectivement, feuille d'émargement. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir présenté les incontournables de la FEST, en pointant certes les vigilances, mais aussi en rappelant que le démarrage des AFEST va s'inscrire dans un cadre bienveillant, d'accompagnement pour tous les OF et les entreprises qui se lanceront dans l'aventure. Donc ça, c'est rassurant quand même pour tous ceux qui sont ici. Monsieur Duclos, souhaitez-vous apporter des compléments ? Deux petits commentaires, me semble-t-il. Je trouve très bien les exposés qui viennent d'être faits. Il me semble que ce qu'a dit Cyril Siminger illustre bien le fait que les AFEST ont ouvert quelque chose, quoi. La discussion sur le forfait, par exemple, montre que quelque chose a été ouvert d'extrêmement intéressant, enfin, qui tranche en tout cas sur la pratique héritée, qui est la pratique des acteurs, encore une fois, depuis la loi de 71. Il me semble qu'il y a
Deux choses à préciser quand même là-dessus, sur les problèmes de traçabilité qui viennent d'être dits, c'est une vraie difficulté. Ce qu'on a mis dans la réglementation par rapport aux usages anciens, feuilles d'émargement, on a parlé des éléments probants à mobiliser pour montrer que l'action de formation a eu lieu. Donc les éléments. Alors, on trouve dans le droit comme ça une distinction entre les documents et les éléments. L'idée de document sélectionne des formats a priori, c'est-à-dire les documents ont des formats, voilà. Les éléments, ils n'en ont pas. C'est-à-dire que c'est toute espèce de preuve pouvant montrer que quelque chose a eu lieu. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut montrer en AFEST, hein? Alors, il y a un truc que soulignait Fabienne tout à l'heure, souvent, c'est que pour pouvoir même organiser une phase réflexive, il faut mobiliser les traces d'une activité, quoi. Et ça, on peut les conserver. C'est-à-dire, je suis obligé d'enregistrer quelque chose de l'activité. Et voilà, ça, c'est un élément probant. Est-ce que je le ferais? Parce que c'est peut-être coûteux, cet enregistrement, si je n'avais pas l'intention de former des gens. On peut imaginer que non. Voilà le genre de choses qui peuvent être mobilisées pour administrer la preuve. Et comme Sophie l'a dit aussi à l'instant, c'est vrai que, pour le coup, on n'a pas préjugé des éléments qui devaient être mobilisés pour pouvoir faire ceci. Ça, il me semble que c'est vraiment important de le signaler. L'autre chose que Cyril, vous disiez, c'était le fait que les OPCO aujourd'hui sont toujours dans une phase expérimentale. Ils n'ont pas arrêté un certain nombre de décisions. Ils sont en train d'élaborer des stratégies et tous n'ont pas fait le même choix et ne vont pas faire le même choix demain. Il faut que ce soit tout à fait clair pour tout le monde. Et notamment, je le dis parce que souvent la question nous est posée, certains ont fait le choix de recourir à des formateurs AFEST certifiés. Donc, la DGEFP le rappelle souvent, c'est que cette certification des formateurs peut être un choix d'OPCO, ils en ont tout à fait le droit, mais elle ne correspond à aucune exigence de nature réglementaire.